tout ce qui est autour des soins en psychiatrie, la notion de soins en psychiatrie, la notion de référent soignant en psychiatrie, on lui doit. L'apport de Bettelheim a été très important, c'est lui qui a introduit Bettelheim en France, en introduisant ce qu'il avait pu développer sur le soin et en mettant de côté un certain nombre d'excès, on verra si on en parle. Mais ça, c'est énorme. Tout le travail autour de la désinstitutionnalisation, voilà, tout ce qui est de se battre, y compris de manière très, très forte, très ardue, contre tout ce qui était asilaire, tout l'aspect pédagogique qui était la psychiatrie de l'enfant, qui était très prisonnière de la pédiatrie pendant tout un temps. On le doit à Jacques Hockman aussi. Et à la fois cette fameuse désinstitutionnalisation, mais aussi par la suite une réflexion autour de la politique de secteur et la politique de l'intersecteur. Ça aussi, c'est énorme et je prends peu de temps pour le dire malheureusement. Enfin, ce qui nous a amené aussi à lui demander de venir, c'est son goût, sa passion même probablement pour l'écriture et pour la transmission en psychiatrie. Alors peut-être, j'ai lu quelque part qu'il y avait une vocation de journaliste qui existait à un certain moment, et qu'ensuite il a fait médecine, et que d'une certaine manière avec la psychiatrie, il a retrouvé l'écriture, et la littérature peut-être, c'est peut-être là que ça vient. En tout cas, cette passion pour l'écriture et la transmission, elle n'est pas simplement plaquée comme ça, puisqu'il me semble, en tout cas, à le lire par moments, qu'on la voit bien se développer dans son élaboration théorique autour du travail psychanalytique avec les patients. C'est-à-dire une espèce de co-pensée, pour le dire comme Daniel Vildoché, qui pourrait leur permettre de construire, de co-construire un récit de leur histoire, de leur vie, un travail en commun, là, comme ça, qui me semble très important, et en particulier autour des psychotiques qui ont beaucoup besoin d'une capacité de rêverie en phase, d'un contenant par rapport à des pensées éparses, et comme ça, dans ce travail analytique, il pourrait y avoir une réappropriation subjective de leur propre histoire avec un travail de récit qui passe aussi par l'écriture chez celui qui est l'analyste en l'occurrence. Bref, tout un tas de choses que vous pourrez retrouver dans ses écrits. Encore une chose, parce qu'il y en a plein, mais une chose que je ne voulais pas oublier, c'est son formidable livre avec Marc Jeanneraud, chez Odile Jacob, qui s'appelle Esprit, où es-tu, qui a eu un succès important, et qui est une discussion très, très belle, très utile, très rare. Il n'y a pas d'équivalent commun. Je me rappelle qu'André Gide, lui, avait souhaité à un certain moment pouvoir le faire, une discussion entre un psychanalyste et les neurosciences. Une discussion épistémologique, enfin une possibilité d'un échange, d'un partage, et pas simplement de polémiques vaines. Donc c'est un livre, de ce point de vue-là, très instructif. Je laisse la parole, en le remerciant déjà, à Jacques Hockman, qui va maintenant parler de Lovecraft, de Bion et de plein d'autres choses. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, qui remplit un peu de confusion. Quand Maurice Corcos m'a demandé de participer à votre séminaire, il m'a demandé un auteur. J'ai pensé à Lovecraft. Puis après, je me suis dit un peu qu'est-ce que j'ai fait. Je vous explique pourquoi, parce que comme je le disais tout à l'heure à quelques-uns d'entre vous, ma rencontre avec Lovecraft est très ancienne. En fait, elle date des années 60. J'étais interne à cette époque, donc je commençais à fréquenter des psychotiques. Puis je commençais aussi à fréquenter, non pas encore l'œuvre de Bion, donc il y avait peu de choses traduites en français et peu de choses publiées, même à cette époque, mais l'œuvre de Mélanie Klein. Et il s'est trouvé tout à fait par hasard que j'ai trouvé un livre de Lovecraft, et il m'a semblé à ce moment-là qu'il y avait une espèce de phase de rencontre assez étonnante avec ce que je pouvais commencer à vivre avec les psychotiques, en essayant, autant que c'est possible, de partager certaines de leurs angoisses et de leurs émotions, et avec ce que je commençais à comprendre de la théorisation de Mélanie Klein sur les angoisses précoces. Alors, j'ai lu à ce moment-là, pendant un certain temps, ça a été un peu une passion, j'ai lu les œuvres de Lovecraft, et puis, pendant 30 ans à peu près, je ne suis plus jamais revenu. Ce qui fait que quand j'ai accepté cette conférence, je me suis dit, il faut quand même que je relise Lovecraft, et je me suis dit, je vais peut-être trouver ça complètement nul aujourd'hui, et puis non, je crois que j'ai retrouvé quand même quelque chose qui, moi, m'apparaît comme assez passionnant. Alors, comme ça m'apparaît passionnant, j'ai un peu tendance à m'étaler. J'ai préparé aussi un certain nombre
citation. Alors si vous trouvez que c'est un peu long, vous m'arrêtez et puis on entreprend la discussion. Cela dit, il me semble qu'il y a plusieurs façons, et vous l'avez sûrement étudié dans ce séminaire, il y a plusieurs façons d'aborder les rapports entre une œuvre littéraire et la psychanalyse. Il y a une première façon qui est de considérer l'œuvre comme un symptôme et de la mettre en rapport avec la biographie de l'auteur. C'est ce que Freud a fait avec Léonard de Vinci ou avec Dostoïevski pour ce qui concerne la littérature. C'est aussi ce qu'a fait de façon assez belle Marie Bonaparte avec Edgar Poe. Edgar Poe qui, en passant, était le grand maître de Lovecraft, au point qu'il signait de temps en temps, même assez souvent, il s'appelait Howard Phillips Lovecraft, il signait Howard Poe Lovecraft. Donc c'est une façon d'aborder les rapports. Une autre façon, ça aussi Freud nous a donné l'exemple, c'est de considérer le personnage d'un roman comme un personnage de chair et de sang, et de faire à travers ce que l'auteur nous en dit dans le roman sa psychanalyse. C'est ce que Freud a fait avec les délires et les rêves de Norbert Arnold dans la Gradiva de Jensen. C'est aussi ce qu'il fait partiellement avec un texte dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure, qui est le Nathanaël de l'homme de sable de Hoffmann. Et puis il y a une troisième façon, c'est plutôt celle-là d'ailleurs que je vais employer, c'est Umberto Eco appelle ça un usage du texte. C'est de faire un usage psychanalytique de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire de s'en servir vraiment sans vergogne, sans prétendre du tout expliquer en quoi que ce soit son effet esthétique, de l'utiliser pour expliciter, pour illustrer, pour transmettre un point de vue métapsychologique. Il y a là aussi des exemples illustres, c'est par exemple ce que fait Lacan avec la lettre volée du même Edgar Poe. Alors c'est plutôt ça que je vais faire, parce que pour ce qui concerne la deuxième manière, la psychanalyse du personnage, il faut reconnaître que les personnages de Lovecraft, et si vous l'avez lu ou relu, vous en êtes sûrement aperçu, sont des personnages qui sont assez plats, enfin, qui n'ont pas de profondeur, qui ne donnent pas vraiment lieu à une prise analytique. Finalement, les personnages de Lovecraft, c'est des boules de sensations. Ils voient des choses horribles en général, ils sentent des odeurs putrides, répugnantes, il y a une prégnance de l'olfactif assez extraordinaire chez Lovecraft. Ils entendent des hurlements ou des musiques étranges, il y a été question dans le poème qui était tout à l'heure projeté. Ils touchent des substances visqueuses, dégoûtantes. Ils sont emportés aussi par des vertiges, par des chutes, en particulier dans le texte L'abîme du temps, dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu. Et en réaction à cet ensemble de sensations étranges, leur action, généralement, se limite à une fuite horrifiée ou à une fascination un peu terrorisée. Alors, il y a très peu chez eux de profondeur, il n'y a pratiquement pas de conflit chez les personnages de Lovecraft, donc il n'est pas du tout facile ni possible de les psychanalyser, en quelque sorte. Alors, je vais donc surtout, moi, me servir de l'œuvre de Lovecraft, d'en faire usage, comme dit Eco, c'est-à-dire d'essayer d'introduire une discussion sur les catégories assez voisines de l'archaïque, de l'originaire, en essayant de montrer peut-être ce que l'œuvre de Bion apporte à leur lecture, peut-être aussi en essayant de reprendre sous un autre éclairage un texte qui, me semble-t-il, aussi est assez proche de ce que Lovecraft véhicule et qui est l'inquiétante étrangeté de Freud. Peut-être, si vous voulez, ça va être à travers Lovecraft une espèce de relecture de l'inquiétante étrangeté pour déboucher sur Bion. Voilà en gros mon projet. Moi, avant, il faut quand même vous dire quelques mots de ce personnage extrêmement curieux qui, entre 1890 et 1937, pendant 47 ans, s'est appelé Howard Phillips Lovecraft. Alors, je ne prétends pas du tout faire une psychobiographie de Lovecraft. D'abord, les éléments me manquent. Il y a une grosse biographie, mais que je ne connais pas, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a été faite par un auteur américain qui s'appelle Sprague Ducamp, mais que je n'ai pas personnellement pu trouver, qui est épuisé. Puis il y a quelques études assez courtes sur lui. Il y a un petit livre qui est intéressant de Maurice Lévy, qui est paru en 10-18 et qui s'appelle Lovecraft. Il y a aussi un essai de Houellebecq. Je crois que c'est d'ailleurs le premier texte publié de Michel Houellebecq, où Michel Houellebecq parle surtout de lui, en fait, par rapport à Lovecraft. Mais enfin, il y a quelque chose, une notation assez intéressante. Et puis, il y a quelques introductions à l'œuvre de Lovecraft, dans certains des volumes de nouvelles, par Jacques Bergier.
Vous savez, peut-être que les plus jeunes ne savent pas qui est Jacques Bergier. Jacques Bergier, avec Louis Pauwels, a été le co-auteur du Matin des magiciens, qui est un livre qui, à la fin des années 50, avait été un best-seller qui véhiculait des idées un peu particulières, très ésotériques, irrationalistes, un peu sulfureuses. Et c'est Bergier qui a introduit Lovecraft en France. Le premier texte publié de Lovecraft a été publié dans la revue Planète, qui était la revue de Louis Pauwels et de Jacques Bergier. Et de ce fait, Lovecraft a pris un petit peu une réputation un peu sulfureuse, un peu un cousinage avec l'ésotérisme, avec l'occultisme, avec l'irrationalisme, qui est d'ailleurs injustifié, parce que lui-même a toujours affirmé qu'il n'avait fait que des œuvres de fiction, jamais prétendu introduire une espèce d'approche nouvelle du réel qui ferait un droit au spiritisme, à l'occultisme, des choses comme ça. C'est Houellebecq qui dit ça, un matérialiste absolu, et il se décrit dans une certaine manière, à travers un autre personnage, dans un de ses textes, dont il dit qu'il est un réaliste total, laborieux et presque scientifique. Je crois que c'est un peu le cas de Lovecraft. Alors, c'est donc... il y a, oui, dans les textes qui le concernent, il y a aussi un très beau numéro des Cahiers de Lerne où il y a des choses extrêmement intéressantes. Donc, je n'ai pas énormément d'éléments biographiques qui me permettraient de prétendre faire une psychobiographie. Ensuite, Lovecraft lui-même nous a découragés très clairement de le psychanalyser. Alors, selon Jacques Bergier, il connaissait très bien l'œuvre de Freud. Lui-même, il fait, à ma connaissance, 2 ou 3 allusions dans son œuvre, dans sa correspondance. Et il parle de ses rêves, il dit que c'est sa principale source d'inspiration, et il critique assez vivement Freud, dont il attaque ce qu'il appelle le symbolisme puéril. Il laisse entendre qu'il y a bien autre chose dans les rêves que ce que Freud a prétendu y voir. Alors, donc, encore une fois, ça ne va pas être une psychobiographie de Lovecraft, juste quelques mots de sa vie étrange, qui a été quand même marquée par les traumatismes. Il est né en Nouvelle-Angleterre, dans la ville de Providence, dans le Rhode Island, où il a passé pratiquement toute sa vie. Il a très très peu voyagé, s'est rarement éloigné de cette ville. Sa famille est issue des premiers colons de l'Amérique du Nord, une famille qui était d'abord assez aisée, puis qui a été ensuite ruinée. Il était très imbu de sa filiation aristocratique. Il prenait volontiers des allures de gentleman de l'époque coloniale. D'ailleurs, il a écrit énormément de lettres, il avait une correspondance très importante, et il datait souvent ses lettres de date du XVIIIe siècle, antérieure à la fondation des États-Unis. Le 4 juin 1930, il date le 4 juin 1730. Alors, son père est mort quand il était très jeune, il avait 5 ans, en 1895, d'une paralysie générale, semble-t-il. Et on ne sait pas si ça a eu, ça vont faire toutes les hypothèses, mais on ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, si ça a eu, si cette dégradation progressive du père et ensuite sa mort précoce, quel effet ça a pu avoir sur ce jeune garçon. Sa mère était, semble-t-il, très dépressive, peut-être psychotique. On pense qu'elle a fait passer 2 ans en hôpital psychiatrique. Et il a surtout été élevé, il était fils unique, il a été élevé par ses tantes. C'était un enfant précoce, isolé, très bizarre. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait que c'était un syndrome d'Asperger. Il a appris très vite et tout seul plusieurs langues étrangères. Il était un excellent latiniste, helléniste, et puis il connaissait le français, l'allemand, enfin il a appris un assez grand nombre de langues étrangères. Il a acquis une érudition assez extraordinaire, aussi bien en ethnologie, en archéologie, en mythologie, mais également en physique. Dans ses nouvelles, il semble très informé sur la physique des quantas, sur la relativité, et aussi l'astronomie. Quand il avait 15 ans, il a fondé dans la ville de Providence un petit journal qu'il écrivait tout seul sur l'astronomie. Alors toute sa vie aussi, il a énormément lu de littérature, et je vous disais, il avait lu Freud, je dirais qu'il avait des lectures moins sympathiques, et en particulier, il a toujours reconnu sa dette vis-à-vis d'Edgar Poe, qui était son grand maître, mais aussi vis-à-vis d'auteurs fantastiques anglais qui sont moins connus, en tout cas que moi je ne connais qu'à travers lui, qui sont Arthur Machen et Lord Dunsany. Il était aussi un grand lecteur d'Hoffmann. Il n'a pas fait d'études, malgré la proximité de la Brown University, qui est une université très prestigieuse. Bon, il a enseigné, entre autres, notre ami Daniel Stern à une certaine époque.
il n'a pas fait d'études parce qu'à l'âge de 18 ans, il semble avoir fait un épisode dont on ne sait pas énormément de choses, peut-être un épisode dépressif assez long où il s'est complètement enfermé, où il était probablement anorexique, et dont il a gardé de très nombreuses phobies qui ont persisté toute sa vie. D'abord, la phobie du froid. Alors, il y a une nouvelle qui est quasi une espèce d'autobiographie onirique qui s'appelle Air froid et qui est un peu imitée de la nouvelle que vous connaissez sûrement d'Edgar Poe qui s'appelle L'étrange cas de M. Valdemar. Et c'est l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en détail, mais c'est l'histoire d'un homme qui est mort depuis 18 ans et qui est maintenu en vie grâce à tout un appareil extrêmement compliqué de congélation. Et puis à un moment donné, l'appareil tombe en panne et finalement l'homme s'écroule en putréfaction complète. Donc il avait cette phobie du froid. Il avait aussi une phobie de la mer et de tout ce qui sort de la mer. Il détestait le poisson. Et dans son œuvre, il y a aussi de nombreuses références aux odeurs putrides de poissons, en particulier dans l'œuvre dont je reparlerai un tout petit peu, qui s'appelle Le cauchemar d'Innsmouth, et que vous avez peut-être lu, qui est un peu l'annonce de l'horreur d'une invasion du monde par des êtres fantastiques qui sont venus des profondeurs, qui sont moitié grenouilles, moitié poissons, et qui envahissent l'univers, enfin qui risquent d'envahir l'univers, et qui se signalent par cette odeur insistante de poisson. Il craignait aussi la lumière, et il ne sortait que le soir. Il semble que jusqu'à 35 ans, il n'ait pas eu du tout d'expérience sexuelle lorsqu'il rencontre Sonia Green. Sonia Green, qui est une journaliste, enfin qui écrit une journaliste amateur, et qui va tomber amoureuse de lui, semble-t-il, et qui mène l'affaire tambour battant. C'est elle qui a, je crois, mené l'affaire d'un bout à l'autre. Un jour, lors d'un repas, elle l'embrasse, et il devient tout rouge, et il dit « On ne m'a jamais embrassé depuis que j'étais petit ». Ça aboutit à un mariage. Et alors c'est un des rares moments où il a quitté pour un temps assez long sa ville de Providence et il s'est donc installé à New York avec Sonia, mais assez rapide. Alors là, c'est elle il n'a aucun travail, c'est elle qui travaille pour nourrir le couple. Elle est vendeuse dans un magasin. Et puis malheureusement, elle perd son emploi, elle essaye de monter un commerce, ça ne marche pas. Elle doit s'expatrier de New York, elle trouve un travail à Cincinnati. Et il ne veut pas la suivre. Il ne veut absolument pas aller à Cincinnati. Donc elle part seule, elle revient assez régulièrement, elle amène de l'argent pour le nourrir, mais le ménage ne tient pas et finalement ça aboutit à un divorce. Alors il va vivoter là pendant 1 an à New York dans des conditions misérables, vraiment misérables. Il habite des taudis, il cherche en vain du travail et c'est une période où il souffre énormément de sa pauvreté, mais aussi de la promiscuité des pauvres dans les bas quartiers de New York, et il va développer là un racisme obsédant et quasi délirant qui émaille sa correspondance. Il a écrit énormément de lettres, comme je vous le disais, voilà, je vous cite un passage de sa littérature dans sa correspondance. « Du diable, si j'ai jamais rien vu de comparable à cette porcherie grouillante des bas quartiers de l'East Side, avec ces êtres hétérogènes que dégurgitaient leurs repères de briques. Ces porcs ont d'instinctifs mouvements grégaires, qu'aucun biologiste ordinaire ne saurait sans doute expliquer. Dieu seul sait de quoi ils sont faits, un bouillon immonde où se mêlent des morceaux de charogne qui offensent l'odorat. Plutôt au ciel qu'un jet bienfaisant de gaz cyanogène vint asphyxier cette gigantesque fausse couche et nettoyer le quartier. Ces choses organiques, ces italo-sémitico-mongoloïdes qui habitent ce lieu infernal ne peuvent, quel que soit l'effort d'imagination que l'on fasse, mériter le nom d'humain. Ce sont des composés monstrueux, nébuleux, de pithécanthropes et d'amibes, vaguement pétris dans la boue visqueuse et puante que produit la corruption de la terre. De ce cauchemar d'infecte perversion, je ne puis rapporter un seul souvenir de visage humain. Alors, c'est l'époque aussi, c'est 1925-1926, où il lit Mein Kampf, qui vient de paraître, et ses commentateurs ultérieurs sont souvent gênés par cette dérive glauque qui a aujourd'hui évidemment des résonances tout à fait sinistres. D'autres de ces commentateurs ou de ces lecteurs d'ailleurs aussi utilisent aujourd'hui sur Internet, sur des sites Internet un peu douteux, la personnalité de Lovecraft en le tirant un peu de leur côté. Alors si je cite cette prose atroce, ce n'est pas pour le plaisir de m'en gargariser, c'est parce que j'essayerai en conclusion de faire des liens entre les fantasmes archaïques et le racisme ordinaire.
Quoi qu'il en soit, pour revenir à Lovecraft, revenu à Providence, accueilli par ses tantes, il va un peu se calmer. Il va se calmer, et pendant les 10 dernières années de sa vie, il va transposer ses phobies, ses cauchemars, ses haines, dans une œuvre littéraire qui avait déjà été commencée avant, mais qui va, pour l'essentiel, élaborer dans ces 10 dernières années. Alors, cette œuvre, évidemment, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Je ne pense pas que Lovecraft soit Edgar Poe, je vous le dis tout de suite, mais je pense quand même qu'il y a dedans des effets esthétiques sur lesquels il est peut-être aussi intéressant de s'interroger en essayant de montrer ce que ça peut nous apporter à nous, encore une fois, pour illustrer, pour éclairer certains aspects métapsychologiques. Lovecraft, pour finir avec lui, il est mort à 47 ans d'un cancer de l'intestin généralisé, et toutes ces 10 années ont été marquées par des relations épistolaires intenses. Il était un peu au centre d'une espèce de réseau. Aujourd'hui, probablement, il aurait été passionné par Internet et il aurait fait partie d'un chat club ou quelque chose de ce genre. Il avait un réseau de correspondants avec qui tous écrivaient des petites nouvelles, des choses de ce genre, et il les conseillait pour leurs nouvelles, et eux-mêmes aussi ont participé à ses écritures et à son inspiration. Alors, venons-en à l'œuvre. L'œuvre, elle comprend d'une part une correspondance qui a été en partie publiée, quelques essais littéraires ou fantastiques, sur le fantastique, et surtout un ensemble quand même assez étonnant de nouvelles qui ont presque tout en commun de se passer en Nouvelle-Angleterre, dans une ville imaginaire qui s'appelle Arkham, qui ressemble beaucoup à Providence, au bord d'un fleuve imaginaire, le Miskatonic. Et on retrouve dans pratiquement toutes les nouvelles de Lovecraft Arkham et le Miskatonic, et l'université du Miskatonic, université célèbre qui fait penser à la Brown, où il n'est pas entré, comme je vous le disais. Alors Lovecraft, dans son œuvre, il est le créateur d'un monde et d'une mythologie. Le monde d'abord. Le monde, il est inquiétant et étrange. La plupart des nouvelles commencent par la fin. C'est-à-dire que dès le début, dès les premières lignes, il y a l'horreur, la désolation, la folie ou la mort, et presque toujours un mystère. Un mystère qui d'ailleurs n'est qu'en partie élucidé, un secret qui doit être gardé, parce que sa révélation pourrait être absolument insoutenable et mettrait en danger l'humanité tout entière. Ceux qui savent ce quelque chose, ils ne doivent pas le dire, ça doit rester absolument secret. Alors, je vous donne un petit exemple. C'est le début d'une nouvelle qui s'appelle La Tourbière hantée, qui est d'ailleurs une des rares nouvelles qui se passe en Irlande, qui se passe ailleurs qu'en Nouvelle-Angleterre. Voilà comment ça commence. Denis Barry est parti pour quel effroyable et lointain royaume, je l'ignore. J'étais là pendant la dernière nuit qu'il est passé parmi les hommes, et je l'ai entendu hurler au moment où la chose est venue le prendre. Mais en dépit de recherches longues et minutieuses, personne dans le comté de Meath, ni les habitants, ni la police, n'a jamais pu retrouver sa trace, ni celle des autres. Et maintenant, je frémis de terreur en entendant coasser les grenouilles dans les marais ou en me trouvant au clair de lune dans un endroit isolé. Il y a oui, une certaine économie de moyens quand même pour tout de suite créer une ambiance. Alors les récits se déroulent ensuite, une fois que l'ambiance est créée, comme ça le récit se déroule sur le mode toujours d'un flashback, on revient en arrière pour expliquer pourquoi et comment on en est arrivé là. Et ces récits obéissent à une rhétorique très, très particulière, il y a une accumulation de, quelquefois un peu lassante d'ailleurs, de tous les synonymes possibles et imaginables qui désignent l'horreur, la répulsion. Il y a une véritable compulsion de répétition chez Lovecraft. Il y a un usage fréquent de tous les termes de la catégorie de l'indicible et de l'innommable, et il y a une utilisation fréquente d'un procédé spécifique, d'ailleurs, et assez intéressant sur le plan littéraire, qui consiste à faire ce qu'on pourrait appeler une non-description des lieux ou des personnages, parce que, et j'y reviendrai, parce que je crois que c'est ça, pour moi, l'intérêt métapsychologique de Lovecraft, parce qu'ils excèdent les possibilités de représentation, parce qu'ils excèdent le langage commun, parce qu'ils débordent toutes les capacités possibles de représentation. Voilà un exemple, c'est dans la nouvelle qui s'appelle Arthur Jermyn. Donc il décrit ce personnage central. La tournure des Jermyn avait toujours un je ne sais quoi de bizarre et de rebutant. Cela atteignit chez Arthur
une intensité troublante. Il est difficile de dire exactement à quoi il ressemblait, mais son expression, la forme de son visage et la longueur de ses bras faisaient frissonner de dégoût ceux qui le voyaient pour la première fois. Rien n'est décrit et tout est suggéré, évoqué, mais c'est de l'indescriptible. Les maisons qu'habitent les personnages de ce genre sont généralement délabrées, les rues sont tortueuses, quelquefois, comme dans la nouvelle qui s'appelle La musique d'Éric Zanne, qui se passe, elle, à Paris, dans un Paris complètement onirique, on ne les retrouve plus quand on les a quittés. On sort de cette rue, puis elle est introuvable. C'est toute une partie de la nouvelle, le héros cherche la rue, il ne la retrouve pas. Et parfois, la nouvelle nous entraîne au milieu de ruines fantastiques, comme dit Lovecraft, d'un âge fabuleux, qui défie toutes les lois de la perspective, et que nommément, d'ailleurs, dans une de ses nouvelles au moins, Lovecraft réfère aux architectures pyranèses. Par exemple, dans Les montagnes hallucinées, voilà un petit passage, il y avait là des formes géométriques de nature à déconcerter Euclide. Cônes tronqués, présentant toutes les irrégularités imaginables, terrasses étrangement disproportionnées, piliers au fait bulbeux. Parfois, il y a des angles, certaines maisons ont des angles qui n'existent pas dans notre univers. C'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant et qui déroute complètement la perspective. Alors, cet univers minéral, souvent désert, inhabité, est structuré donc selon des lois qui nous échappent et qui échappent à toutes les données de la physique, de l'archéologie, de l'histoire, que Lovecraft accumule par ailleurs avec une espèce d'érudition maniaque par moment, et donne l'impression d'une espèce de chaos qui déborde, là encore une fois, nos capacités de représentation. Alors, en face de cet univers minéral extrêmement étrange, extrêmement bizarre, de ces villes très désertes, inhabitées, en face et en miroir, il y a comme des flottements d'une espèce de matière organique, informe, grouillante, putride, qui est caractérisée par sa viscosité et qui, elle aussi, échappe tout à fait à la description. Par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle L'abomination de Dunwich, un paysan qui a rencontré cette fameuse abomination en donne une espèce de récit haletant où il décrit ce qu'il a vu, et voilà ce que ça donne. Plus grosse qu'une grange, toute faite de cordes qui se tortillent. Elle est faite comme un œuf de poule, plus gros que je pourrais dire, avec des douzaines de jambes, pareilles à des tonneaux, qui se plient en deux quand elle marche. Il n'y a rien de solide là-dedans, c'est tout comme de la gelée. Et c'est fait de cordes qui se tortillent les unes contre les autres. Il y a de gros yeux saillants, tout partout. Et 10 ou 20 bouches ou trompes qui dépassent de tous les côtés, grosses comme des tuyaux de poêle, et qui se balancent et qui s'ouvrent, et qui se mettent bout à bout, toutes grises qu'elles sont, avec des anneaux bleus ou violets. Et Seigneur Dieu, cette moitié de figure qui est au-dessus. Cette moitié de figure, il se trouve dans la nouvelle qu'elle rappelle une figure humaine, ce qui était quelque chose d'absolument atroce et qui fait partie d'une des obsessions, j'y reviendrai tout à l'heure, de Lovecraft, qui est l'hybridation, le mélange. Une des caractéristiques de la monstruosité, selon Lovecraft, et ça a un lien avec son racisme, c'est le mélange. Alors vous remarquerez que dans la description de l'abomination de Dunwich, comme dans toutes les descriptions de monstres chez Lovecraft, il n'y a pas d'organes sexuels. Par contre, il y a une multiplication des bouches, et dans toute l'œuvre de Lovecraft, il n'y a rien de génital. La génitalité est complètement... Il n'y a jamais d'accouplement. Enfin, quand il y en a une où on évoque un accouplement monstrueux, mais de très loin, il n'y a jamais d'accouplement. Il n'y a jamais... Et quand on parle de reproduction de ces monstres, c'est par clonage, c'est pas par sissiparité, comme il dit, et pas de façon... en ayant un accouplement. Il avait d'ailleurs répondu à un de ses lecteurs qui s'étonnait de son absence d'érotisme et du fait qu'il n'y avait pas de sexe dans son œuvre. Il avait dit « Le sexe n'a aucun intérêt esthétique. J'ai mieux à faire que de décrire ce que nous avons en commun avec les gorées et les boucs. » Par contre, alors il y a une très grande importance de l'oralité. La succion, les angoisses de dévoration, tout ça revient très très régulièrement. Alors je vais m'attarder un tout petit peu plus. Je vous ennuie pas là avec ça, non, non, bon. Alors parce que je vais continuer donc à vous raconter des horreurs, et je vais m'attarder un tout petit peu plus sur deux nouvelles qui illustrent un peu ce monde Lovecraftien dans lequel j'essaye de vous emmener promener. La première nouvelle, peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont lu déjà, je m'excuse si je répète un peu, c'est La couleur tombée du ciel.
qui d'ailleurs en anglais s'appelle The Color Out of Space, la couleur hors de l'espace. C'est un récit qui est quasi kafkaïen par certains côtés, qui est raconté d'ailleurs par un arpenteur qui est venu faire des relevés pour un barrage dans une vallée près d'Arkham, qui est une vallée désolée, sinistre. Et là, cet arpenteur rencontre un personnage qui s'appelle Amy Pierce et qui va lui raconter ce qui s'est passé. Il y a une sorte de récit dans le récit, une sorte de mise en abîme qui est assez fréquente aussi chez Lovecraft. Alors ce qui s'est passé, ce que raconte Amy à l'arpenteur, c'est qu'un météorite est tombé un jour dans le puits de gens qui s'appellent les Gardner, et c'était un météorite étrange, c'est une espèce de pierre molle qui se rapetissait et qui brûlait. Alors, des savants sont venus de l'université miskatonique à Arkham, et ils ont découvert une matière inconnue. Alors ils ont tapé avec leur marteau là-dessus, ça s'est ouvert, au centre il y avait une espèce de globule qui est tombé au fond du puits, et ce globule, eh bien, il en sortait des radiations en dehors du spectre normal, une couleur impossible à décrire. Alors déjà dans un monde extrêmement étrange, parce que je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ce que c'est qu'une couleur qu'on n'a jamais vue. Une couleur impossible à décrire, et peu à peu la matière disparaît, en somme, en énergie lumineuse, et au fur et à mesure qu'elle disparaît, que cette radiation bizarre sort de ce puits, la nature se transforme. La nature se transforme tout doucement, par petites touches. D'abord les fruits. Les fruits sont un peu inhabituels par leur taille, leur nombre et leur goût. C'est une espèce d'amertume un peu bizarre. Puis les animaux ont, je cite, quelque chose d'anormal dans leur dimension et leur disposition. Il y a par exemple un lapin qui fait des bonds étranges. Il y a une marmotte, les fils MacGregor un jour tuent une marmotte, elle est légèrement modifiée, impossible à décrire, dit Lovecraft. Les arbres, ils bougent et ils bourgeonnent de façon anormale. Alors quant aux insectes, on voit tout d'un coup apparaître des insectes d'un genre nouveau dont il dit que c'est un cauchemar de créatures rampantes et bourdonnantes. Alors du coup, la famille Gardner est mise à distance par les voisins. On sent là une espèce de présence occulte. Les animaux, alors, il y a toujours ça chez Lovecraft, les animaux sont très sensibles à ces petites anomalies. Il y a plusieurs nouvelles où les chiens, les chevaux marquent leur angoisse, si je puis dire. Et là, les chevaux des Gardner s'enfuient, les chiens n'approchent plus la maison. Madame Gardner devient folle. La folie a une grosse présence dans l'œuvre de Lovecraft aussi. Et puis c'est le tour d'un fils qui meurt. Puis il y a deux autres fils qui disparaissent, semble-t-il, qui sont avalés par le puits. Et on sent, je cite, quelque chose de rampant qu'on ne pouvait voir et qui inspire, et là c'est lui qui le dit, Lovecraft, avant Bion, une terreur sans nom. Nameless Dread, qui, comme vous le savez, est un des termes très utilisés par Bion. Alors, au fur et à mesure, donc, la nature se transforme, et finalement, à la fin, bon, je passe un peu, Nahum Gardner, le père de famille, se désintègre devant les gens complètement ahuris qui viennent le voir, dans un bruit de succion atroce, brûlé par la couleur. Cette couleur, dont dit Amy Pierce qui raconte l'histoire, cette couleur, c'est rien que de la couleur qui brûle et qui suce la vie. Finalement, la couleur, après avoir tout sucé, finit par s'écouler dans le ciel, c'est l'expression qui est employée, laissant derrière elle un puits sans fond. C'est-à-dire qu'il essaye d'entrer dans le puits et il n'y a pas de fond, il y a une espèce de matière, de vase et de bulle, et on n'arrive pas à trouver le fond de ce puits. Je pense que ça peut faire beaucoup de liens avec l'avidité. On a publié Lovecraft dans une collection de science-fiction. Le premier texte que j'avais lu, d'ailleurs, quand je suis tombé sur Lovecraft, je croyais lire un texte de science-fiction. Pourtant, il n'y a rien d'aussi différent que la science-fiction et Lovecraft. Un espace interstellaire et pas du tout chez Lovecraft un espace d'aventure ou de découverte. Maurice Lévy, qui a donc consacré un livre à Lovecraft, dit que c'est un abîme renversé. Ce qui vient de l'espace s'enfonce dans les profondeurs de notre monde pour le modifier. On peut dire que, en quelque sorte, la projection de l'avidité vers le ciel, vers le sein, revient en force pour brûler le suceur qui est en quelque sorte sucé, pour le détruire en laissant derrière lui que cette espèce de désolation de lieu où plus rien ne pousse. La deuxième histoire, qui à mon avis est une des plus belles d'ailleurs sur le plan esthétique, s'appelle « Je suis d'ailleurs », « The Outsider », l'étranger.
le recueil, enfin, si vous n'avez pas lu encore Lovecraft, c'est ce recueil-là d'ailleurs que je vous conseille sur l'aspect purement esthétique. C'est là qu'il y a les plus belles nouvelles. Elles sont les plus courtes et les plus belles. Alors, je suis d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette horreur que nous venons de voir dans La couleur du ciel venir de l'espace, enfin revenir comme une projection bien sûr, mais revenir de l'extérieur, elle va être intériorisée dans Je suis d'ailleurs. L'horreur est interne. L'histoire commence par, au début, une espèce de décor gothique. Ça évoque un peu les romans gothiques du XVIIIe siècle américain, anglais aussi plutôt. Un décor gothique, et l'isolement total dans une espèce de labyrinthe silencieux et obscur. Et celui qui dit « je », le narrateur, ne sait pas où il est né, ni qui il est. Il a de très vagues souvenirs, comme des espèces de flashs, qui sont derrière lui, d'une vieille femme qui s'est occupée de lui, mais il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est. Et il fait plusieurs tentatives pour sortir de ce lieu dans lequel il est enfermé. Et il y a une espèce de tour dans un coin, elle était d'ailleurs à gauche sur l'écran tout à l'heure, une espèce de tour, une tour en ruine qu'il escalade. Il arrive au sommet, et au sommet de la tour, il y a quelque chose qui barre son passage, comme une sorte de dalle en pierre. Alors, je ne vais pas sur les détails, c'est très difficile à ouvrir. Il essaye de déplacer cette lourde pierre. Finalement, il arrive à la déplacer, et il se trouve sous la Lune. Il est heureux de voir la Lune, la première fois qu'il voit la lumière, sous la Lune, sur un terre-plein. Il est un peu étonné, parce qu'il s'aperçoit au bout d'un moment qu'il est à ras de terre, et qu'il y a partout autour de lui des dalles un peu analogues à celles qu'il vient de soulever. Et puis il y a le fait que ce terrain, il a l'impression de le connaître sans le savoir. Alors il traverse, et là je cite Lovecraft, un bois épais, atrocement familier, et pourtant empreint d'une incompréhensible étrangeté. Familier, étrange. Que voulez-vous de plus? Alors ce bois étrangement familier et incompréhensiblement étrange lui évoque, dit-il, des souvenirs incroyablement anciens. Alors, il voit un peu au loin une lumière, et il arrive vers un château. Et dans ce château, il y a une fête qui bat son plein, avec des gens qui dansent, enfin, il y a beaucoup d'animation, de joie. Et au fond d'un coup, quand il rentre dans ce château, et il est stupéfait parce que les gens soit s'évanouissent, soit partent en hurlant, enfin, ont des réactions absolument atroces, enfin, très d'horreur, en le voyant. Et alors, il se retrouve tout seul au milieu de cette fête désertée, sans comprendre ce qui arrive. Et au fond d'un couloir, tout d'un coup, il aperçoit une innommable monstruosité. Il s'approche d'elle comme fasciné. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, la monstruosité s'approche de lui. À un moment donné, il est confronté avec, je cite, le reflet vampirique de la pourriture des temps disparus et de la désolation, le fantasme putride et gras des goutures, dans lequel il reconnaît un grotesque et ricanant travesti de la forme humaine, un mélange de matière rongée où transparaissent des os avant de se heurter, vous l'avez deviné, contre une glace. Alors, pour expliquer ce monde atroce, innommable, où l'espace se déforme et s'abolit, où le bas et le haut, l'objet et son reflet se confondent et se mélangent, Lovecraft a créé toute une mythologie. Alors, ces amateurs ésotériques qui actuellement fleurissent sur Internet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qui les intéresse le plus, toute la mythologie de Lovecraft, et ils font un peu de Lovecraft une espèce de prophète, quelque chose qui serait un peu une secte nouvelle. De mon point de vue, enfin ça c'est un point de vue personnel, sur le plan esthétique, c'est ce qu'il y a de moins intéressant chez Lovecraft, cette mythologie. En même temps, d'un point de vue psychologique, elle est intéressante, je crois, parce qu'elle représente, enfin elle est, semble-t-il, une espèce de tentative de représenter l'irreprésentable, enfin d'expliquer l'inexplicable, de donner à la fois une spatialité, une temporalité, une causalité à quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse les capacités de représentation. Comme toute mythologie, finalement, elle se confronte, elle se rapporte à l'originaire. Il était une fois dans un temps hors du temps, avant dans un espace hors de notre espace, mais quand même, quelque part, une race préexistante à la nôtre, une race qui doit rester cachée, dont les secrets ne doivent pas être révélés, encore une fois, sous peine
destruction universelle. Et cette mythologie, je vous dirai juste 2 mots, cette mythologie, cette représentation de l'originaire, elle forme comme une espèce de matrice narrative qui transparaît explicitement dans un certain nombre de nouvelles, d'ailleurs de plus en plus dans les nouvelles dans les dernières nouvelles de Lovecraft. Dans d'autres, elle n'apparaît pas, mais elle est implicite. Elle est quand même là comme ce qui rend compte, qui pourrait expliquer cette horreur qu'on est en train de vivre. Alors là, je vais vous parler un tout petit peu de celle qui s'appelle Dans l'abîme du temps, que j'avais mis, je crois, dans la bibliographie, donc peut-être vous l'avez lu, où c'est pas la meilleure nouvelle de Lovecraft, à mon avis, sur le plan littéraire, mais c'est une de celles, en tout cas, où The Shadow Out of Time, l'ombre hors du temps, elle s'appelle textuellement, où cette mythologie est assez longuement développée. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas lu, que c'est l'histoire du professeur Peasley, qui est un professeur d'économie, évidemment, à l'université du Miskatonic à Arkham, et qui, au milieu d'un cours d'économie, est frappé tout d'un coup d'amnésie et d'une suspension du langage. Et pendant 5 ans, il va rester amnésique, et pendant ces 5 ans, il va remplir ces 5 années en menant une vie à la fois de voyage et d'enquête, de recherche bizarre. Il s'intéresse tout d'un coup à des choses comme la mythologie, l'archéologie, et il semble, pendant toute cette période, un peu comme étranger dans son corps, et il suscite dans son entourage une répulsion au point que sa femme le quitte en disant « c'est un autre qui habite le corps de mon mari ». Après ces 5 années, différents événements, mais je passe, il a un malaise et il semble subitement il reprend subitement la phrase qui avait été interrompue 5 ans avant, pendant qu'il faisait son cours. Alors là, il se demande ce qui lui est arrivé, il fait des recherches sur des cas analogues, il retrouve dans l'histoire des cas un peu du même ordre. Il est poursuivi aussi par des rêves, des rêves de plus en plus insistants, des souvenirs confus, des espèces, presque un vécu hallucinatoire, et progressivement, il arrive à reconstruire, à partir des récits mythiques qu'il a pu retrouver un peu partout dans la littérature, des manuscrits qu'il a consultés, et à partir de ses propres hallucinations, il arrive à reconstruire une histoire. Cette histoire dit qu'il y a des millions d'années, sur notre Terre, est arrivée une race qu'on appelle les Anciens, et qui avait une civilisation extrêmement développée. À un certain moment, ces Anciens ont été... Enfin, il y a une autre... Ils sont entrés en lutte avec une autre race qu'on appelle la Grande Race, qui sont des espèces de cônes bizarres, et ceux de la Grande Race ont submergé les Anciens et les ont refoulés, les ont amenés à se cacher, enfin à vivre dans un monde hors du monde. Et eux, ceux de la Grande Race, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont capables de quitter leur corps et de partir des générations en avant et d'habiter le corps de quelqu'un d'autre qui renvoie à leur place dans le monde, dans leur monde à eux. Une sorte d'échange, si vous voulez, qui se fait entre les corps, et ils vont occuper des corps qui sont des millénaires en avant d'eux, jusqu'à des corps qui dépassent notre humanité, puisque l'histoire dit que quand l'humanité disparaîtra, lui succédera une autre espèce qui seront des coléoptères, qui vivront sur la Terre à notre place. Donc il y a cette idée d'échange de corps. Alors, ce qu'il a trouvé dans cette quête, et à partir de ses visions et de ses rêves, le professeur Peasley l'écrit dans des journaux, et un jour, il reçoit une lettre d'Australie. Il y a quelqu'un qui lui dit, écoutez, c'est très curieux, vous parlez dans vos recherches d'une archéologie bizarre, avec des hiéroglyphes curvilignes mystérieux, et bien moi, en me promenant dans le bush, quelque part au centre de l'Australie, j'ai découvert des traces de monuments qui ressemblent un peu à ça. Alors, ça le passionne, il monte une expédition avec l'université de Miskatonic et il part en Australie pour explorer ces monuments. Alors, l'expédition explore les monuments et puis une nuit, il sent une espèce de malaise, enfin il n'est pas bien dans son corps et il part seul, il s'enfonce dans le désert. Bon, là, j'abrège un peu, il finit par trouver une sorte de grotte, il rentre dans cette grotte, il descend dans des profondeurs insondables,
Là aussi, il y a des bruits étranges, enfin, c'est très, très impressionnant. Et il tombe au fond de cet abîme, où il y a une sorte de crypte, et dans cette crypte, il trouve un coffret de métal qu'il ouvre, il voit quelque chose. Puis il remonte, horrifié par ce qu'il a vu, il remonte vers la lumière du jour, il tombe à un moment donné, enfin bref, il se passe beaucoup de choses, il finit par sortir, mais en tombant, il a laissé tomber le coffret qui s'est enfoncé dans l'abîme, et il sort complètement terrorisé, parce que dans ce coffret, tenez-vous bien, il y avait un petit morceau de papier sur lequel, de sa main, il était écrit des choses en anglais. Or, il savait, d'après, parce que c'est un très bon archéologue et un très bon minéralogue, que ce qu'il a vu en bas et que le coffret ne pouvait que dater de millions d'années avant notre ère. Ainsi se termine dans l'abîme du temps. Alors, cette mythologie, Lovecraft l'a détaillée dans beaucoup de nouvelles. On retrouve très souvent la référence à l'arabe dément Abdul al-Azred, qui était un arabe du 5e ou 6e, enfin des premiers siècles, et qui a vécu un certain temps dans le milieu de l'Arabie, et qui est revenu avec un texte qui s'appelle le Necronomicon, texte qui a été traduit ensuite et dont un manuscrit très précieux subsiste à la bibliothèque d'université du Miskatonic. Et ce texte annonce des choses sur la cité sans nom, sur toute cette mythologie qui est dominée par un certain nombre de dieux, dont le dieu Cthulhu, qui dort refoulé dans un endroit dont il va sortir un jour, Nyarlathotep, le chaos rampant, etc., etc. Bref, il y a toute une civilisation engloutie avec tout un ensemble de dieux, de monstres, qui sont là-dessous et qui menacent de revenir par des trappes qui peuvent faire communiquer les mondes. Bon, je voudrais laisser un petit moment Lovecraft, si vous permettez, j'y reviendrai pour conclure, mais pour nous tourner vers une autre mythologie, vers une autre manière d'organiser l'histoire, notre histoire, et je veux parler de la psychanalyse. L'étranger, l'outsider, celui de Je suis d'ailleurs, découvrait, je vous ai dit, un bois atrocement familier et d'une incompréhensible étrangeté, c'est-à-dire unheimlich en allemand. Bon, vous savez que Freud a écrit un article célèbre en 1919. Je vous rappelle très rapidement qu'il montre que le mot unheimlich, qui définit ce que nous traduisons par l'inquiétante étrangeté, le sentiment du fantastique, a dans son histoire lexicographique, en tout cas, un certain rapport avec le mot heimlich, qui lui veut dire familier, un rapport avec Heim, la maison. Et Freud insiste beaucoup sur cette parenté, donc, entre ce qui est fantastique, inquiétant, étrange, et ce qui est familier. Vous savez aussi que le texte commence par une analyse de L'homme de sable de Hoffmann et le personnage de Nathanaël. Alors je dis tout de suite, du coup j'ai relu L'homme de sable. Le fantastique de Hoffmann est très très différent de celui de Lovecraft. D'abord, il y a toujours chez Hoffmann une espèce d'ironie qui manque étrangement chez Lovecraft. Et puis, les personnages sont beaucoup plus compliqués. Ils aiment, ils détestent, ils peuvent oublier ceux qu'ils aiment, ils peuvent les retrouver. Il y a une différence des sexes. Néanmoins, ça donne quand même ce sentiment d'unheimlich, même si, encore une fois, les personnages ont une toute autre épaisseur. Vous savez que Freud, dans l'article, donne à ce sentiment d'unheimlich deux origines. L'une, qui est le retour du refoulé, le complexe de castration qui revient. Bon, et dans l'histoire de Nathanaël, il essaye de montrer comment il y a un clivage de l'image paternelle entre l'avocat Coppelius, qui est l'image du père castrateur, qui veut enlever les yeux de Nathanaël, et le père qui meurt et qui est ce qui est une réalisation du désir édipien, mais qui en même temps est très regretté et très pleuré par Nathanaël. Et Coppelius, fait remarquer Freud, apparaît dans l'histoire chaque fois que Nathanaël a un rapproché amoureux, que ce soit avec Clara, que ce soit avec la poupée Olympia. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, il y a le retour du refoulé qui est une des origines de l'unheimlich. Mais l'autre origine,
pour Freud, c'est ce que Freud appelle, et je crois que, enfin à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, c'est le seul moment où Freud emploie ce terme, c'est ce que Freud appelle le surmonté, ce qui a trait en quelque sorte au narcissisme primaire. Vous savez que Freud était parti d'une critique, d'un critique littéraire allemand, Jentsch, qui avait écrit un travail sur le fantastique et qui basait le sentiment du fantastique sur l'incertitude, en particulier pour ce qui concerne la poupée Olympia, sur la différence entre l'animé et l'inanimé, mais aussi sur la différence entre le rêve et la réalité. Freud critique, dit qu'on peut dépasser ce point de vue, on peut surmonter aussi ce point de vue, et il va essayer de trouver donc ce qui est inquiétant et étrange, et ce qui a trait au narcissisme primaire, en reprenant le travail de Rank sur le double, et en particulier en se référant à un autre texte de Hoffmann, qui est l'élixir du diable. Pour Freud et pour Rank, le narcissisme primaire, c'était cette période, dit-il, où se posait le problème des limites du soi, où l'identification faisait, je cite, qu'il y avait un doute sur le fait de savoir à qui appartient son soi, ou si un soi étranger est substitué au sien propre. Ça rappelle quelque chose dans l'abîme du temps, avec l'échange d'identité qu'il pouvait y avoir entre la grande race et les gens d'aujourd'hui. Alors quand ce stade de narcissisme primaire est surmonté, l'émergence du double, lorsqu'on se trouve confronté à l'émergence du double, donne une sorte de vacillement identitaire, donc donne le sentiment qu'on va revenir, qu'il y a une fragilité en nous qui fait qu'on va revenir quand même à ce monde qui était surmonté. Mais le surmonté, dit Freud, c'est aussi ce qui a trait à l'évolution de l'humanité, et notamment, il donne plusieurs exemples du maintien chez les gens les plus civilisés d'une pensée animiste qui est toujours présente chez l'homme civilisé. Alors, du fait de ces deux racines, philo et ontogénétiques, le double, qui était au départ une figure de protection, se transforme en messager de mort. Et vous savez que Freud donne un exemple qu'il prend dans sa propre expérience, où il raconte comment, se trouvant dans un wagon-lit, il y a eu un chaos qui a ouvert devant lui le cabinet de toilette, et tout d'un coup, il a eu l'impression que quelqu'un de tout à fait incivil pénétrait dans son compartiment. Il s'est presque levé pour dire à ce monsieur quand même qu'est-ce qu'il venait faire dans son compartiment la nuit, et puis il s'est aperçu que c'était son reflet qu'il voyait dans la glace du cabinet de toilette. Alors cette notion de surmonter, justement, et ces références au narcissisme primaire conduisent à une autre mythologie, à une autre manière, une autre matrice, en quelque sorte, d'organisation narrative du développement psychologique, qui, je crois, est un approfondissement des théorisations freudiennes, et qui est l'œuvre de Bion. Alors là, je ne veux pas non plus rentrer dans le détail de l'œuvre de Bion, là, parce que le temps avance, et je suis en train, je crois, d'excéder votre patience, mais je vous rappelle qu'il y a chez Bion deux notions tout à fait fondamentales. L'une, c'est ce que Bion appelle la préconception. Bion suppose que l'être humain vient au monde avec en lui une attente, une manière d'attendre, d'avoir une pré-représentation de quelque chose qui cherche hors de lui et qui est le sein maternel. Alors, si l'enfant, il y a deux possibilités, si l'enfant rencontre le sein maternel, si c'est l'expérience de la gratification, cette préconception est stabilisée, elle se transforme en conception, c'est ce que Bion appelle la réalisation de la préconception. Mais très souvent, l'enfant a faim et le sein n'est pas là. Il y a une sorte de réactivation de la préconception, et là où l'enfant s'attendait à trouver le sein, eh bien il ne trouve rien. Seulement rien, et c'est ça, je pense, le coup de génie de Bion, en quoi l'œuvre de Lovecraft est aussi intéressante. Rien, c'est pas rien, si j'ose dire. Rien, c'est pas zéro, c'est pas le manque. Rien, c'est une présence, c'est quelque chose qui a une positivité. C'est ce que, jouant sur les mots, Bion appelle no thing, la non-chose. La frustration de la préconception ne donne pas du manque, ne donne pas du zéro, ça donne quelque chose qui a une présence, qui a une concrétude menaçante, alors je dirais dans mes mots à moi, qui représente un trop-plein d'excitation dont l'enfant cherche à se débarrasser en l'expulsant. Et la gratification, à ce moment-là, l'activité de nourrissage, les soins maternels, ne sont pas seulement un apport
apport venant de l'objet, un apport de lait qui viendrait combler un vide, un sein qui serait en quelque sorte une fontaine, mais c'est aussi une action qui enlève, et Saint-Bion insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que le sein maternel enlève de l'inconfort. C'est autant une pompe aspirante, si je puis dire, qu'une fontaine nourrissante, qui enlève le trop-plein de souffrance qui serait lié à la frustration. En somme, une transformation de la souffrance brute, du trop d'excitation liée à la non-chose, qui petit à petit devient un désir, alors du coup de ce qui manque, avec une représentation de l'objet désiré, dans la mesure où il y a une mise en histoire de l'expérience de frustration, gratification, où la souffrance peut s'apaiser dans la mesure où il y a ce qu'on pourrait appeler une consolation. Pour que cette consolation, pour que cet apaisement soit possible, il faut que l'objet ne soit pas seulement le but de la pulsion, l'objet source d'une décharge, comme dirait la planche, mais qui soit aussi un objet d'identification, qui soit quelque chose qui permet ce lien croisé entre deux narcissismes que représente chez Bion, vous le savez, la rêverie maternelle. Il importe que le plaisir procuré par l'objet soit pas seulement la satisfaction orgastique en quelque sorte, mais que l'objet apporte en même temps qu'il apporte la satisfaction, il apporte une certaine continuité relationnelle avec l'objet, qu'il apporte ce que Bion appelle la contenance par l'objet. Alors, c'est ce qui manque cruellement, je crois, aux héros de Lovecraft, c'est-à-dire la possibilité de s'identifier à l'objet et de trouver auprès de lui l'apaisement et la consolation. C'est aussi, si je peux faire un tout petit peu et très vite de la clinique, c'est aussi ce qui manque cruellement aux enfants psychotiques et singulièrement aux enfants autistes, pour qui l'objet est seulement une source d'excitation. Il y a eu beaucoup de descriptions cliniques là-dessus, je pense en particulier aux travaux de Didier Houzel, où il parle des angoisses de précipitation, et c'est de montrer comment l'objet devient à ce moment-là une espèce de fascination qui aspire l'enfant hors de lui-même, ce qui fait que l'enfant va tomber, en somme, dans l'objet qu'il aspire et qui l'excite. On a parlé, Dustin avait parlé du trou noir, et Geneviève Vague a beaucoup développé l'idée d'un regard vide qui attire sans renvoyer, parce qu'il n'a pas de fond, parce qu'il n'a pas d'arrière-plan. Je pense un peu à ce puits sans fond de la couleur tombée du ciel dont je vous parlais tout à l'heure, de cette fascination qui vide l'enfant de lui-même et qui le laisse en proie à une espèce d'excitation intolérable. Et on peut penser que ce que l'enfant autiste construit pour se protéger contre l'objet, c'est justement des barrières pour éviter la confrontation, la rencontre avec un objet qui est hyper excitant, qui donne un trop d'excitation, un trop plein d'excitation. Ce qui surgit, en somme, dans l'excès de la pulsion, dans ce que Mélanie Klein appelait l'envie ou l'avidité, ce n'est pas l'absence de l'objet détruit, c'est un trop-plein de l'objet. C'est surtout ça sur quoi je crois que nous apprend Bion, c'est que le manque, la frustration, c'est du trop d'objets. C'est du trop-plein d'objets qui donne, ou du trop-plein plutôt d'excitation liée à l'objet, qui excède les possibilités de représentation. La non-chose, qui est source d'une angoisse sans nom chez Bion, qui est l'indicible. Il y a d'ailleurs une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle l'indicible, qui est l'indicible, qui est l'inénarrable. C'est tout ce qui fait que l'objet, parce que nous excite trop par son absence, excède nos capacités de représentation, excède nos capacités de mise en narration, de mise en histoire. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on se trouve devant ce trop plein d'excitation, devant ce trop d'objets qui créent de l'irreprésentable, alors il y a la nécessité de se raccrocher à une mythologie pour pouvoir quand même mettre en route des possibilités d'identification, c'est-à-dire pour pouvoir quand même organiser une sorte d'histoire d'avant l'histoire. Bon, les fantasmes originaires, c'est peut-être, y compris ceux que d'ailleurs Lovecraft nous propose, c'est peut-être une manière de lier l'excitation dans un scénario. C'est une façon de créer une sorte, moi je vois personnellement dans les fantasmes originaires, une sorte de matrice à narration, quelque chose qui permet d'articuler des représentations. Faute de quoi, l'originaire devient une non-chose terrifiante, une projection abominable, repoussante, persécutrice, mais peut-être qu'aussi les différentes théories génétiques qui assimilent l'originaire au précoce ont peut-être aussi cette même fonction de mythologie, quoi. Parce que
trop long de développer ça, mais peut-être qu'il faut pas forcément considérer, c'est peut-être ça qui est assez génial chez Lovecraft, c'est que l'archaïque ou l'originaire, même si ça renvoie à des temps très anciens dans sa mythologie, c'est pas assimilé au précoce, c'est pas mis pris dans une lignée développementale en quelque sorte, parce que l'archaïque, il est toujours là, chez Lovecraft, il est toujours là, en menace de surgir. Alors, et ça va être ma conclusion, rassurez-vous, j'arrive quand même à la fin. Une des sollicitations possibles de ce type d'angoisse archaïque ou originaire, c'est peut-être la proximité avec l'étranger dans une situation de fragilité sociale qui donne un sentiment d'insécurité et des formes particulières de phobie sociale. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais consacrer juste quelques minutes, si vous me permettez, c'est le racisme de Lovecraft. Alors, il y a une nouvelle qui a été écrite, je ne sais pas si elle est traduite en français, d'ailleurs moi je l'ai lu en anglais, pendant son séjour new-yorkais, et qui s'appelle L'horreur à Red Hook. Vous la connaissez, celle-là? C'est une nouvelle par ailleurs assez intéressante parce qu'elle tranche sur le reste des œuvres. C'est une nouvelle assez précoce, hein, il l'a écrite en 25, celle-là. C'est une histoire quasi policière, c'est la seule histoire policière que je connaisse écrite par Lovecraft, où l'inspecteur Malone enquête dans un quartier de Brooklyn qui s'appelle Red Hook. C'est un quartier qui a connu des jours meilleurs et qui a été transformé en un îlot d'affreux immeubles en briques où vit une population mêlée de nègres, de Syriens, d'Italiens et de Kurdes. C'est un monde sans loi, sauvage, dont Lovecraft dit qu'il est quasi simiesque, et où les policiers, c'est un espace de non-droit, ça nous rappelle des choses, et où les policiers ne pénètrent plus en faisant simplement une barrière tout autour pour éviter la contagion. Alors dans ce quartier habite quand même un Hollandais, qui est un savant kabbaliste, et qui habite une des dernières maisons. Et progressivement, ce Hollandais, qui vivait surtout dans les livres, se met à accueillir des clandestins et finit, semble-t-il, par se laisser prendre dans un culte ésotérique de messe noire, dont il devient le gourou, en même temps qu'il gère toutes ces filières de clandestins qu'il fait rentrer illégalement aux États-Unis. Puis alors, comme il y a des enfants qui disparaissent, on oblige quand même la police à enquêter. Je passe sur l'histoire et ça se termine par le double meurtre du Hollandais et de sa compagne et par le démantèlement provisoire d'un réseau. Mais auparavant, l'inspecteur Malone a dû pénétrer au fond d'une crypte où il a découvert des squelettes d'enfants, sont-ils eu des messes noires, et où il a été confronté à, je cite, une force aspirante qui n'était ni de la terre ni du ciel et qui a attiré l'inspecteur paralysé à travers les ouvertures et l'abîme d'un espace démesuré rempli de soupirs et de gémissements. Il pense ensuite qu'il a rêvé, mais c'est un rêve qui est trop réel lorsqu'il découvre que ses collègues et tous ceux qui ont arrêtés, tous les membres du réseau qui ont arrêtés, ont été ensevelis sous les décombres d'un immeuble, un immeuble qui suppose écrasé par une force qui est susceptible de détruire et d'avaler des villes entières, des nations, dans une marche sardonique vers la mort et la pourriture. En effet, malgré le démantèlement du réseau, et là je commence ma citation, Red Hook est toujours le même. L'esprit mauvais des ténèbres et de crasse prospère parmi les bâtards impurs. Alors le mot qu'emploie exactement en anglais Lovecraft, c'est mongrel, en anglais qui désigne, on pourrait dire le corneau, enfin, c'est-à-dire c'est un bâtard, mais un bâtard animal. Dans les vieilles maisons de briques, et des bandes de rôdeurs continuent à se rassembler pour des commerces inconnus, derrière des fenêtres où des lumières et des figures déformées apparaissent ou disparaissent sans explication. L'horreur du fond des âges est une hydre aux 1000 têtes, et les cultes des ténèbres sont enracinés dans les blasphèmes. L'âme de la bête est omniprésente et triomphante, et à Red Hook, des légions de jeunes pustuleux aux yeux chassieux continuent à psalmodier, à jurer, à hurler, tout en se déplaçant d'abîme en abîme, nul ne sait d'où et vers où, selon les lois aveugles d'une biologie qu'ils ne connaîtront jamais. Qui sommes-nous pour combattre des poisons plus vieux que l'histoire et que l'humanité? Les grands singes dansaient en Asie devant ces horreurs, et le cancer reste tapi en sécurité et prolifère à la dérobée dans sa cachette de rangées d'immeubles de briques délabrées. Avec un petit zeste de fiction en plus, vous retrouvez exactement le délire raciste de la lettre que je vous citais au début, y compris d'ailleurs la référence à la biologie.
Alors, Lovecraft, qui avait peut-être été marqué par sa propre histoire et parce qu'il a vécu la dégradation de son père, de sa famille, est revenu dans plusieurs nouvelles sur le désastre qu'entraîne le métissage, les mongrels, les bâtards impurs, que ce soit dans l'abomination de Dunwich que j'ai déjà cité, ou, dit-il, victime d'une dégénérescence répugnante. La fille d'un sorcier s'unit au dieu Yog-Sothoth. C'est une des rares histoires où il y a un accouplement, d'ailleurs. Yog-Sothoth qui est la clé de la porte par laquelle les sphères se rencontrent. Ce qui évoque un peu la scène primitive, peut-être. Pour mettre au monde, d'ailleurs, deux jumeaux monstrueux, que ce soit dans le cauchemar d'Innsmouth, dont j'ai aussi parlé, en vous disant qu'il y a des êtres mi-poissons, mi-grenouilles, qui viennent s'unir aux filles des hommes pour donner naissance à des enfants qui, vers la trentaine, se mettent un peu à dégénérer et puis finissent par ressembler à des batraciens et par se jeter dans la mer. Alors, je ne sais pas si Lovecraft avait lu le conte de Gobineau, qui fut, comme vous savez, un des inspirateurs du nazisme, mais il y a plus que des concordances entre ces discours hallucinés et la vision très pessimiste de Gobineau dans son essai sur l'inégalité des races humaines, où il dit que l'espèce humaine, victime des métissages, finira par disparaître de la surface de la Terre. Les dernières phrases de l'essai sur l'inégalité des races humaines, les voilà. La prévision attristante, ce n'est pas la mort, c'est la certitude de n'y arriver que dégradée, et peut-être même cette honte réservée à nos descendants nous pourrait-elle laisser insensibles si nous n'éprouvions par une secrète horreur que les mains rapaces de la destinée sont déjà posées sur nous. Alors, vous savez peut-être que Gobineau avait des problèmes avec sa filiation. Il cherchait toute une espèce de généalogie d'ancêtres ariens qui seraient venus avec les Normands en Normandie avec Rollon. Lovecraft pensait que sa famille avait dégénéré depuis l'époque glorieuse des pionniers. Peut-être que le racisme a quelque chose à voir avec une incertitude sur la filiation, mais je pense beaucoup avec quelque chose comme une interrogation sur ses origines, et peut-être avec une carence des fantasmes originaires, de ces espèces de matrices à se raconter des histoires dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que cette carence en fantasmes originaires rend incapable d'organiser et de traduire en représentation artistique